Une constatation tout d'abord, un postulat de départ simple. Je crois que tout le monde peut mesurer que la multiplication des attentats a entraîné le renforcement des législations antiterroristes et a donc entraîné, par voie de conséquence, une situation d'emprise potentielle sur les droits fondamentaux. Et c'est un fait que les législations sont devenues de plus en plus exceptionnelles par la sévérité des mesures, mais aussi plus ordinaires par leur permanence et par leur durée d'application. Et il suffit de franchir les frontières immédiates de la France, de partir en Italie, de partir en Espagne, de partir en Belgique, pour voir que tous ces États, malgré leurs histoires différentes, ont été confrontés à la nécessité de prendre des mesures, ont constaté à un moment ou à un autre que les règles de droit commun n'étaient pas suffisantes, étaient limitées pour adresser le problème. Elles ont fait le choix, dans un premier temps, d'écarter les régimes d'exception, de type état d'urgence, et puis elles se sont résolues, dans un second temps, face aux nécessités, d'avoir une réponse plus adaptée. Mais voyez comment, à une même époque, confrontées aux mêmes difficultés, la France et la Belgique constituent des exemples très intéressants à comparer. La France, qui, au moment des attentats de 2015, décide de mettre en place l'état d'urgence. Au même moment, en Belgique, avec d'autres attentats, le système belge fait le choix, au contraire, de décider très fermement de ne pas mettre en place un système d'état d'urgence. Se pose donc la question délicate du dosage subtil entre droit commun, régime dérogatoire, voire totalement exceptionnel. Et donc la question que nous allons voir ensemble maintenant, c'est celle de, tout simplement, de savoir, et nos libertés dans tout ça. Le grand projet des Lumières pour la liberté, les libertés individuelles, continuent à être combattues de par le monde. La succession des attentats qui affectent l'Europe et d'autres continents le démontre tristement. Liberté de se mouvoir, liberté de conscience, liberté de croyance, liberté d'expression sont mises à rude épreuve. Et nos libertés sont en fait sous tension permanente, pris dans un mouvement de balancier assez incessant qui, d'un côté, en fait notre bien commun le plus cher. Ce sont nos droits fondamentaux protégés par les constitutions et les conventions internationales. Et ce qui est intéressant d'observer ici, c'est qu'il y a vraiment un mouvement d'internationalisation, je vais y arriver, de la lutte contre le terrorisme. Mais de l'autre côté du mouvement de balancier, nos libertés sont aussi un peu placées sur la sellette. Elles sont observées et de temps en temps même rabaissées au rang de suspects parce que utilisées précisément par nos ennemis pour se mouvoir facilement ou pour rallier de nouveaux affidés à la cause du terrorisme. C'est évidemment la liberté d'expression dont je parle. Mon troisième point dans cette petite introduction sera de vous mettre en garde sur la difficulté, me semble-t-il, assez réelle à parler d'enseignement du droit comparé, tant les pratiques, les histoires et les rapports au terrorisme sont différents dans les différents États que nous avons étudiés. Et il est frappant d'ailleurs de voir que les questions de langage sont très inconfortables pour procéder à des comparaisons. Je vous donnerai juste un exemple. Prenez cette citation de Benjamin Franklin qu'on a entendu tourner au moment des débats parlementaires sur l'avant-dernière loi qui a été votée. Cette citation dit « Ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. » Et cette petite phrase, sortie de son contexte, a été brandie par tous ceux qui voulaient s'opposer au renforcement des dispositifs en matière de lutte contre le terrorisme. Sauf que cette petite citation a été totalement sortie de son contexte et que le contenu idéologique qui a été utilisé n'est pas du tout conforme
à la volonté de celui qui l'a prononcé, qui évoquait en réalité la guerre contre les Français et l'intérêt d'une sécurité collective. Plus proche de nous, prenez la notion d'état d'urgence, qui n'est pas une spécificité française. La distinction espagnole, on l'a vu tout à l'heure, entre l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège ne correspond pas à la distinction hongroise entre état de siège, état d'urgence et état de danger public, qui elle-même ne correspond pas à la distinction en Allemagne entre état de défense, état de tension, état d'exception. Mais néanmoins, il existe des principes plus ou moins communs aux États de droit concernant le statut des libertés et des droits fondamentaux en période de tension terroriste. Il y a également une internationalisation des mécanismes de lutte contre le terrorisme. De solitaire, le combat se mène désormais dans un mouvement global de coopération internationale. Et ce qui ressort aussi, c'est une échelle des droits. Il y a des droits absolus et il y a des droits un peu moins absolus. Il y a des droits absolus, indérogeables. C'est l'article 15, par exemple, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, la non-rétroactivité, le principe de l'égalité des délits et des peines sont des principes auxquels il ne peut être dérogé. Mais reste la question des droits pouvant subir des répercussions, des restrictions pour la bonne cause, parce qu'il faut une thérapie à large spectre. Et ces autres droits, ce sont nos deux libertés de ce matin, qui ne peuvent pas être supprimées. Et pour reprendre une formule du président de la Cour suprême d'Israël, dans un régime démocratique, la fin ne justifie pas tous les moyens et il n'est pas possible de recourir à toutes les méthodes utilisées par l'ennemi. Il arrive qu'une démocratie doive se battre avec une main attachée dans le dos. Mais très vite apparaît la question essentielle, celle du contrôle du juge, de la proportionnalité, qui est la pièce maîtresse du respect de cette liberté, même restreinte. Et je voudrais faire remarquer qu'il ne doit pas être facile pour le juge d'être à l'aise, toujours à l'aise, avec la nécessité de contrôler une mesure d'exception ou sur sa proportionnalité au but poursuivi. On sait bien que les débats sur la proportionnalité sont en temps normal toujours assez animés. Il en est forcément de même lorsqu'il s'agit ici de mesures d'exception. Si le juge annule seulement les décisions les plus disproportionnées et les plus absurdes, ils seront jugés complaisants, peut-être sous influence de la police ou du renseignement, ou censurent-ils facilement et ils seront accusés d'empiéter sur la séparation des pouvoirs et de se faire vecteur de la lutte contre le terrorisme, qui est quand même, les travaux l'ont bien montré, une prérogative de l'exécutif. Là encore, le juge amené à contrôler une mesure prise en application d'une législation antiterroriste se trouve le plus souvent dans les systèmes examinés un vrai rempart contre l'arbitraire. Et je voudrais donc maintenant vous inviter à écouter nos intervenants des deux tables rondes. La première sera consacrée à la liberté de circulation, à la liberté d'aller et venir. La seconde sera consacrée à la liberté d'expression. Et je cède donc sans plus attendre la parole à nos deux premiers intervenants. Merci beaucoup François et merci aux organisateurs de cette matinée d'études qui jusqu'à maintenant a, je crois, rempli tout à fait son contrat. Je suis très heureux de prendre la parole devant vous et j'ajouterai assez ému car cet amphi est dédié à Jacques Chapsal. Je fais partie, nous sommes, je pense, une toute petite phalange de ceux qui ont connu Jacques Chapsal comme directeur de Sciences Po lorsque nous étions étudiants et c'était un grand honnête homme et je suis sûr qu'il aurait été extrêmement intéressé de participer à la matinée d'études qui nous réunit aujourd'hui. Donc je voudrais en quelques minutes réfléchir avec vous sur la question de la nature et de la gravité des atteintes portées à la liberté d'aller et venir dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Avec la liberté d'expression, c'est sans doute la liberté la plus délicate à concilier avec les exigences d'une lutte
efficace contre le terrorisme. Mais là encore se posera et se pose la question du dosage subtil, pour reprendre la formule que François Molinier a à juste titre employée à l'instant. Alors, je crois que l'esprit de ces interventions est d'éviter un exposé descriptif, puisque je crois que vous avez eu accès notamment à la synthèse des travaux qui a été rédigée. Et je me bornerai beaucoup plus modestement à tenter de vous livrer quelques observations ou expériences pour nourrir une réflexion qui trouvera son point d'orgue dans le débat qui suivra ces propos liminaires. Et mes observations précéderont bien sûr l'analyse de l'adaptation du contrôle du juge dont traitera mon voisin et collègue Florian Roussel dans quelques instants. Mais que faut-il entendre exactement par atteinte à la liberté d'aller et venir? Que recouvre la notion de liberté d'aller et venir? Et quand on y réfléchit, on constate tout de même assez vite que c'est une notion très vaste et qui porte aux libertés des atteintes, somme toute, de gravité et d'intensité très variables. Prenons quelques exemples. Une chose, me semble-t-il, est pour un État de contrôler l'accès à son territoire par des ressortissants étrangers, éventuellement, on a des raisons de penser qu'ils sont liés à des mouvements terroristes, lesdits étrangers n'ayant par définition pas un droit absolu, illimité et permanent d'accéder sur votre sol et de séjourner sur votre sol. Ça, c'est une première atteinte à la liberté d'aller et venir. Une autre atteinte à la liberté d'aller et venir est de soumettre vos propres nationaux à un contrôle quand ils entrent et sortent du territoire, le territoire dont ils ont la nationalité. C'est une deuxième forme d'atteinte à la liberté d'aller et venir, mais dont on comprend tout de suite qu'elle est d'une nature et d'une intensité qui n'est pas tout à fait la même que la première. Et puis une troisième forme d'atteinte, bien sûr, est de soumettre un de vos nationaux à une assignation à résidence assortie de mesures de contrôle plus ou moins draconiennes, dont on voit que si l'on s'inscrit dans la logique d'un contrôle particulièrement étroit et exigeant, on peut quasiment confiner à une forme de détention qui ne veut pas dire son nom. Donc on voit bien que la notion d'atteinte à la liberté d'aller et venir est finalement une notion très, très plastique. La réflexion qui a été conduite par la Société de législation comparée me semble avoir présenté une grande qualité, celle de s'être prémunie contre une posture finalement un peu facile, manichéenne et moralisatrice. Et j'ai été frappé par l'une des expressions utilisées par Vanda Mastor, qui est l'auteur du rapport sur les États-Unis, et qui écrit ceci: « Tout comme la décence, ensuite, doit empêcher l'observateur étranger de porter un regard trop critique, voire moralisateur, sur la manière dont un pays réagit à des attaques terroristes. » Je crois qu'il faut se prémunir contre, me semble-t-il, cette facilité, et je crois surtout qu'il faut prendre la mesure de la difficulté extrême du rôle des gouvernements et des autorités de police. Quelle est cette difficulté? Eh bien, elle tient tout simplement, me semble-t-il, à ce que d'un côté, on accepte, les citoyens que vous êtes, que je suis, que nous sommes, acceptent de plus ou moins bonne grâce, et souvent d'ailleurs plutôt de mauvaise grâce, les contrôles, les retards aux frontières, les fouilles auxquelles on est soumis, alors que nous sommes habitués maintenant dans le monde moderne à voyager, à circuler de manière extrêmement fluide et rapide et aisée. Mais d'un autre côté, on le voit bien, à chaque attentat, on attribue, et en tout cas les médias ont tendance à attribuer la responsabilité moins à l'auteur de l'acte qu'à telle ou telle autorité administrative qui n'aurait pas rempli correctement son office. C'est évidemment tentant, puisque l'auteur de l'acte, généralement, il a succombé alors même qu'il accomplissait son acte, donc on ne peut rechercher sa responsabilité qu'à titre posthume, en quelque sorte. Il est beaucoup plus facile de chercher à trouver des responsables parmi les autorités administratives qui n'auraient prétendument pas correctement fait leur travail, avec la tentation, évidemment, souvent assez facile, de trouver des boucs émissaires. Et je pense que vous voyez à quel fait récent, notamment l'attentat de Marseille, auquel je me réfère. Et je crois qu'il faut comprendre à quel point cette question est redoutable. Et je me permettrai de vous renvoyer aux expériences, aux éléments dits empiriques que le président Stier nous a livrés tout à l'heure. Il se trouve que j'ai eu l'occasion, car il a bien voulu me donner cette confiance, d'exercer la fonction de juge des référés au Conseil d'État pendant quelques temps. Et notamment, j'ai eu à connaître, parmi bien d'autres collègues bien sûr, d'un certain nombre de référés liberté en matière d'assignation à résidence. Et croyez-moi,
lorsque vous êtes face à vous-même, c'est une responsabilité vraiment redoutable que de devoir apposer votre signature au bas d'une ordonnance qui va finalement décider du sort de quelqu'un pendant un certain nombre de semaines et de mois, et en tout cas quant à la manière dont il pourra concrètement vivre. Et l'appréciation de la dangerosité d'une personne, on n'est jamais dans le tout blanc ou le tout noir. Et peut-être plus encore que dans d'autres domaines, on est pris par une forte hésitation, en tout cas des scrupules extrêmement lourds, précisément parce qu'est en cause la liberté d'aller et venir. Et finalement, on voit bien que les responsabilités qui pèsent sur l'administration, la responsabilité qui pèse sur le juge, est extrêmement complexe. Je crois qu'il faut garder cet élément à l'esprit. Alors, je crois, ce sera mon observation suivante, que ce qui apparaît finalement au travers de ces expériences de droit comparé en regard de la liberté d'aller et venir, c'est une chose qui m'a frappé, et de constater que la nature des atteintes portées à cette liberté renvoie souvent à la portée et à la conception qu'un État donné a de sa souveraineté. Et on voit bien finalement que la conception qu'un État a de sa propre souveraineté peut le conduire à porter des atteintes finalement de nature et d'intensité diverses sur la liberté d'aller et venir. Et un exemple qui me semble intéressant à cet égard, c'est le transport aérien. Alors, par exemple, je crois qu'il est finalement assez communément admis qu'un État impose aux transporteurs aériens de contrôler dans l'aéroport de départ que n'embarque pas à bord d'un vol une personne figurant sur une liste d'individus suspectés de lien avec le terrorisme. Je crois que c'est assez largement admis, et d'ailleurs c'est sanctionné, puisque des pays tels que la Grande-Bretagne, tels que la France, imposent des amendes administratives d'un montant d'ailleurs très conséquent aux opérateurs aériens qui ne feraient pas ce travail et qui laisseraient monter à bord d'un vol à destination soit de la Grande-Bretagne, soit de la France, une personne figurant sur ces listes de suspects. Mais une toute autre chose est d'interdire le survol de son espace aérien d'un aéronef qui ne se pose pas sur votre territoire, qui se borne à emprunter votre espace aérien. Et vous savez par exemple que les États-Unis interdisent, lorsqu'une personne figure sur les no-fly lists, interdisent aux opérateurs étrangers d'emprunter l'espace aérien américain dès lors que cette personne a pris place à bord de l'aéronef. Donc là, on voit que, certes, il est admis depuis au moins la Convention de Paris de 1919, reprise par la Convention de Chicago de 1944, qu'un État est souverain dans son espace aérien, mais là, on voit bien que c'est donner à la notion de souveraineté sur l'espace aérien une portée extraordinairement large et peut-être excessive. Alors, au-delà de ces observations préliminaires, je crois que, comme vous l'avez sans doute constaté, dans les documents auxquels vous avez eu accès, qu'est-ce qu'on observe ? On observe finalement qu'il y a une assez grande convergence dans la nature des atteintes et des limitations qui sont apportées à la liberté d'aller et venir. Et par ordre, disons, d'intensité ou de gravité croissante, qu'est-ce qu'on relève ? Eh bien, on relève qu'un grand nombre d'États, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont prescrit, ont promulgué des mesures tendant à la confiscation des documents nécessaires à l'exercice effectif de la liberté d'aller et venir. C'est notamment toute la question des passeports et des documents d'identité. Et vous avez sans doute vu qu'un grand nombre d'États ont introduit dans leur législation la possibilité de limiter, de suspendre, de confisquer des documents nécessaires à l'exercice effectif de la liberté d'aller et venir pour des durées variables et avec des contrôles d'intensité variables. Vous avez également pu noter que les fouilles et les contrôles d'identité se sont également très largement développés dans un grand nombre de pays. On peut par exemple citer la Grande-Bretagne et citer l'Espagne. Les perquisitions et les saisies par voie administrative et aussi bien sûr les assignations à résidence. Alors, assignation à résidence peut également s'accompagner de détention temporaire. Alors, j'ai noté que dans certains pays, on utilise le terme de détention temporaire
pour des mesures de durée relativement courte, de 24 ou 48 heures, qui, me semble-t-il, ne sont pas extrêmement différentes de ce que nous appelons, nous, la garde à vue. En réalité, ça revient plus ou moins à la même chose, même si l'appellation n'est pas exactement la même. Et vous avez sans doute pu constater que dans des pays comme la Grande-Bretagne ou l'Espagne, ces mesures ont été très largement développées. Alors, en concluant, si François me laisse encore 2 minutes pour conclure, je voudrais appeler votre attention sur 2 points qui me paraissent tout de même intéressants. Le premier point est que les questions faisant débat, somme toute, varient beaucoup d'un État à un autre et renvoient, me semble-t-il, au problème de la culture juridique. Finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce qui sera aisément admis dans un État A sera admis de manière beaucoup plus difficile dans un État B si sa culture juridique est différente, parce que une atteinte équivalente à la liberté, là par exemple à la liberté d'aller et venir, sera éventuellement parfaitement acceptée dans un État et beaucoup plus difficilement acceptée dans un autre. Là, je fais référence en particulier aux mesures qui ont été prises par certains États pour porter atteinte à la liberté d'aller et venir, notamment vis-à-vis des personnes ayant une double nationalité. Vous avez sans doute noté qu'en Grande-Bretagne, les lois antiterroristes 2010-2015 ont donné une très large facilité au gouvernement britannique, au secrétaire au Home Office, pour retirer de manière temporaire ou définitive la nationalité britannique à des doubles nationaux. Et ceci, me semble-t-il, n'a quasiment pas fait débat en Grande-Bretagne, et c'est évidemment un levier extrêmement puissant pour porter atteinte à la liberté d'aller et venir de la personne en cause, puisque par construction, si vous la privez temporairement ou définitivement de sa nationalité, elle ne pourra pas, ou du moins vous pourrez vous opposer à son retour sur votre territoire. Donc ce qui a été aisément admis en Grande-Bretagne, clairement n'a pas été admis dans un pays comme la France. Rappelez-vous le débat enflammé que notre pays a connu autour de cette thématique pendant des semaines et des semaines et des semaines. Pourquoi? Eh bien, me semble-t-il, parce que dans notre pays, cela faisait écho à d'autres débats sociétaux, à la question de l'intégration. Cela éveillait peut-être des souvenirs particulièrement difficiles de la période de Vichy, etc., etc. Donc je crois qu'il faut se montrer extrêmement prudent. Les comparaisons sont nécessaires, mais il faut les interpréter à la lumière des différences très profondes qui existent dans la culture juridique et dans la culture tout court d'un pays à un autre. Ma dernière observation sera la suivante, c'est que j'ai le sentiment que du point de vue de la liberté d'aller et venir, je me demande si le plus dur n'est pas, d'une certaine manière, devant nous. Et je fais référence à quoi? Je fais référence naturellement aux problèmes certainement très importants que vont soulever le retour des personnes qui se sont impliquées dans le djihadisme et qui, comme vous le savez, pour un certain nombre de centaines et de milliers d'entre eux, sont des ressortissants de pays, disons, de démocratie occidentale, pour faire court. Et dès lors que les bases de l'État islamique sont aujourd'hui quasiment anéanties, en tout cas très largement réduites, il est très probable qu'un certain nombre de ces personnes vont tenter de revenir sur le sol national. Alors de ce point de vue-là, je crois qu'un certain nombre d'États ont commencé à apporter des réponses. Je pense en particulier à la Grande-Bretagne qui, par sa loi de 2015, a décidé que le Home Secretary, donc un membre du gouvernement, aurait un pouvoir quasi discrétionnaire pour prendre à l'encontre d'un ressortissant britannique ce qu'on appelle un Temporary Exclusion Order, un TEO, un ordre d'exclusion temporaire qui aura pour conséquence que ce citoyen britannique, et qui par construction n'est que britannique, ce n'est pas un double national, se verra interdire l'accès au territoire britannique, au territoire dont il a la nationalité, pendant une durée qui pourra être relativement longue, qui pourra durer plusieurs années, je crois que c'est 5 ans, et qui ne pourra être relevée que si le gouvernement le décide et si la personne en cause s'engage soit à suivre des programmes de déradicalisation, soit acceptera de se soumettre elle-même à quelque chose qui ressemble assez près à l'assignation en résidence avec des contrôles policiers extrêmement fréquents. Je crois que de ce point de vue, je crois que la Belgique réfléchit très sérieusement à mettre en place un dispositif plus ou moins équivalent. Il me semble, mais je parle sous le contrôle du président Stirn, qu'en France, nous n'avons pas encore
clairement pris des mesures aptes à faire face de manière efficace à cette question qui, de mon point de vue, soulèvera des questions, des problèmes théoriques et des problèmes pratiques particulièrement redoutables du point de vue de la liberté d'aller et venir. J'en ai terminé. Merci infiniment. Je laisse la parole à Florian Roussel. Merci beaucoup. Alors, comme Terry Olson vient de l'observer, on a assisté ces dernières années à un renforcement dans les différents systèmes juridiques des mesures restrictives de la liberté d'aller et venir. Alors, des restrictions d'une très grande diversité de nature, de diversité de cadres juridiques, état d'urgence ou droit commun. Mais ce qui est frappant aussi d'observer, c'est la réponse juridictionnelle à ces limitations. Et de ce point de vue, ce que l'on peut observer dans les différents systèmes juridiques par-delà leur diversité, ce sont deux tendances. D'abord, une tendance à l'affirmation d'un plein contrôle du juge sur ces mesures, donc la légitimité d'un tel contrôle, y compris lorsqu'il s'agit de mesures administratives, et d'autre part, à une prise en compte de la spécificité du terrorisme, cette recherche de dosage subtil à laquelle il était fait allusion tout à l'heure, qui se traduit par différents types d'aménagements, en particulier, nous en avons parlé, des aménagements en termes de charge de la preuve. Alors, je pourrais citer un premier exemple qui me paraît assez emblématique, auquel on n'a pas encore fait allusion jusqu'à maintenant, c'est l'exemple des États-Unis, et en particulier l'exemple de la détention des détenus de Guantanamo, qui a donné lieu, dans un premier temps, à une confrontation assez nette entre la Cour suprême américaine et l'administration Bush, avec plusieurs décisions, 4 décisions importantes entre 2004 et 2008, par laquelle la Cour suprême a affirmé certes la possibilité, sur le plan des principes, d'un tel internement d'individus, qu'ils soient américains ou qu'ils soient étrangers, sur une base sous souveraineté américaine, mais d'autre part, a affirmé leur plein accès aux juges, et en particulier leur droit de bénéficier de l'habeas corpus. Et par la suite, l'administration Bush a fait voter des lois qui visaient à exclure le bénéfice de l'habeas corpus pour les intéressés, et la Cour suprême, dans une décision boumédienne de 2008, va invalider cette loi, et elle va juger, reconnaître le droit sur toute partie du territoire américain que les individus puissent bénéficier des pleines garanties constitutionnelles du droit de l'habeas corpus, et ce à quoi ni le Congrès ni le président des États-Unis ne pouvaient s'opposer. Donc les commentateurs ont relevé cette avancée importante en termes de liberté publique. Oui, mais dans le même temps, les juges américains ont aussi fait preuve de pragmatisme dans la mise en œuvre concrète du contrôle, de leur contrôle en la matière, avec notamment la question de la preuve des faits qui étaient imputés aux intéressés, et le recours à un standard de preuve assez allégé, ce qu'on appelle le preponderance of evidence, qui consiste à considérer que les faits doivent être tenus pour établis si la thèse de l'administration est la plus probable. Donc même si il s'agit d'une probabilité de 51%, ce qui a pu être critiqué à certains égards, de même qu'une autre jurisprudence, qui n'a pas non plus été invalidée par la Cour suprême américaine, qui revenait à considérer que les faits imputés aux individus étaient présumés établis, donc il était présumé régulier, et donc qu'il appartenait aux individus eux-mêmes d'apporter la preuve contraire, donc une charge de preuve qui était défavorable aux intéressés, et donc ce qui a amené certains commentateurs à considérer que le bénéfice de l'habeas corpus et sa portée pratique était un peu remise en cause. Et on voit bien cette difficulté de parvenir à un équilibre satisfaisant en la matière. Si on s'intéresse maintenant aux juridictions européennes, la tendance est la même dans cette recherche d'un délicat équilibre. On pourrait par exemple citer l'exemple de la Belgique. Le Conseil d'État belge a notamment été saisi d'une question délicate qui portait sur l'octroi du statut de réfugié à une personne auquel étaient imputés des faits de terrorisme. Et le Conseil d'État, là encore, a une réponse assez mesurée qui consiste à dire qu'il faut certes que des faits individuels soient imputés à l'intéressé. Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle en la matière, mais pour autant, il n'est pas nécessaire que ces faits aient donné lieu à une condamnation pénale. Là encore, il s'agit d'apprécier s'il y a des raisons suffisamment sérieuses de considérer que ces faits ont été commis. C'est une décision Lounani, je crois, de 2012.
Alors, et cette jurisprudence finalement assez équilibrée, on la retrouve aussi du point de vue des juridictions européennes. Alors la Cour européenne des droits de l'homme de longue date a été confrontée à la problématique du terrorisme, à l'origine notamment par rapport aux détenus de l'IRA au Royaume-Uni, et elle a développé une jurisprudence assez abondante par rapport à l'article 5 de la Convention, et en particulier qui revenait à la fois à reconnaître une certaine possibilité d'internement administratif des individus, avec une charge de la preuve, là encore, assez allégée par rapport à la procédure pénale. Et il faut qu'il y ait des raisons suffisamment plausibles de considérer que les faits ont été commis par les individus, et dans le même temps, des garanties juridictionnelles assez fortes qui ont conduit à un certain nombre de condamnations. Deux exemples. D'abord, une condamnation du Royaume-Uni dans une affaire assez symptomatique, puisque, et c'était en 2009, c'était une personne que le Royaume-Uni ne pouvait expulser, je crois que c'était en Irak, mais dans le même temps, il avait été placé en internement administratif, et la Cour européenne juge que cet internement ne pouvait être pour une durée indéterminée. Il fallait qu'il y ait des limites temporelles à cette mesure qui est extrêmement privative de liberté naturellement. Et d'autre part, une autre décision qui condamnait cette fois la Belgique au motif que le droit d'accès à un juge par rapport, encore une fois, à un internement administratif n'avait pas été suffisamment rapide. Donc on voit bien donc des jurisprudences qui essaient de concilier des considérations un peu contradictoires. Alors je pourrais aussi évoquer, mais on pourrait y revenir, les jurisprudences sur le droit à la vie privée et des personnes, notamment dans le cadre de la procédure d'interpellation des personnes au Royaume-Uni en vue de pratiquer des fouilles corporelles sur celles-ci. Donc il s'agit d'une privation de liberté très courte de quelques minutes, mais qui n'empêche était assez attentatoire à leur vie privée, et surtout juge la Cour qui n'était pas entouré des garanties suffisantes qui permettaient d'éviter notamment des fouilles discriminatoires, raison pour laquelle le Royaume-Uni est là encore condamné dans cette affaire. Alors, sans insister longuement, donc on voit bien que la Cour européenne a été très fréquemment confrontée à ces questions. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est forcément plus rare, mais ces dernières années, avec le développement des compétences de l'Union européenne en matière de droit de l'entrée et du séjour, eh bien, il y a plusieurs décisions marquantes qui ont été rendues. Il y en a une première à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, qui est en matière de charge de la preuve, en matière de respect du principe de contradictoire, lorsque précisément l'administration n'est pas en mesure de communiquer l'ensemble des éléments à l'intéressé pour respecter le caractère confidentiel de certains éléments de preuve recueillis. Donc avec une position de la Cour de justice qui est une réponse qui est finalement assez ouverte, qui prend en compte la spécificité de la dimension terroriste, conformément d'ailleurs aux conclusions de l'avocat général Yves Beau sur cette affaire, qui insistait sur justement cette spécificité du terrorisme liée à la présence d'agents dormants susceptibles d'agir à tout moment et qui nécessitait une certaine adaptation des principes traditionnels fondamentaux, tout bien sûr dans le respect de l'état de droit. On pourrait également citer, ce sera mon dernier exemple, une autre décision importante rendue dans la même affaire sur laquelle avait statué le Conseil d'État belge par rapport à la reconnaissance du statut de réfugié, dans laquelle la Cour juge que peut être exclu du statut de réfugié au regard de la directive de 2004 relative aux réfugiés comme de la Convention de Genève, peuvent être exclus non seulement des personnes qui ont commis par eux-mêmes des actes terroristes, mais également des personnes qui ont participé à des groupes terroristes, une question qui est bien évidemment, vous l'aurez compris, d'une grande actualité. Donc on le voit, je conclurai ainsi, par-delà la diversité des systèmes juridiques, par-delà la diversité des mesures restrictives de liberté, on voit que les juges ont tous été confrontés à cette problématique et ont à chaque fois essayé de prendre en compte la spécificité, c'est ce qui me frappe le plus, de l'acte terroriste et de la nécessité d'adapter les principes fondamentaux sans les vider de leur portée. Voilà. Merci pour ce panorama sur la liberté d'aller et venir. Il nous faut maintenant passer à la libre expression, à la liberté d'expression. C'est un sujet, vous le savez, d'une grande actualité avec le développement d'Internet, les facilités aujourd'hui que nous avons à communiquer. Les États se préoccupent de savoir lorsque
certains propos sont tenus, certains propos qui pourraient inciter à commettre des actes terroristes sont tenus. De quelle manière faut-il les interdire? C'est un sujet dont se préoccupent beaucoup les institutions internationales. Et juste pour lancer la table ronde, comme c'est un sujet d'actualité, je vais le lancer comme ça, en vous citant ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies est invité à faire dans une résolution qui lui a été adressée il y a quelques mois. Il est demandé instamment à tous les États d'adopter les mesures qui pouvaient être nécessaires et appropriées et étaient conformes aux obligations que leur impose le droit international pour interdire par la loi l'incitation à commettre un ou des actes terroristes et prévenir une telle incitation. Et donc la question que nous nous sommes posée était celle de savoir quelles réponses avaient été apportées au niveau des États et des systèmes juridiques. Je vous laisse la parole. Merci. Avant d'essayer de répondre à cette question, j'aimerais en poser une autre un peu plus en amont. Pourquoi la liberté d'expression est-elle affectée par la lutte antiterroriste? L'usage des moyens d'expression et de communication n'est pas en tant que tel une action terroriste, mais il n'échappera à personne que ces moyens peuvent servir des entreprises terroristes, et c'est la raison pour laquelle les États ont, dans l'immense majorité des cas, souhaité encadrer l'usage de la liberté d'expression et de communication. Moi, dans le temps imparti, j'aimerais vous parler d'un cas particulier d'encadrement de la liberté d'expression et de communication par les États. C'est celui de la répression pénale de ce que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen appelle les abus de la liberté d'expression, donc les abus liés au terrorisme. Dans les États que nous avons étudiés, et plus largement encore, les législations pénales poursuivent deux objectifs. Le premier, et François Molinier l'a rappelé, c'est de lutter contre l'incitation directe à la commission d'actes terroristes. Mais à côté de cet objectif, il y en a un second, qui est de lutter contre la diffusion des discours de haine qui sont un terreau pour le terrorisme. Et ça recouvre donc les discours de propagande et les discours visant au recrutement de terroristes potentiels. Ce deuxième objectif, il a entraîné une évolution de la répression, car on va sanctionner non plus l'émetteur d'un discours, mais on va aussi pouvoir sanctionner le récepteur de ce discours. Alors, dans le tableau des législations pénales, qu'observe-t-on ? La tendance principale, et elle ne vous surprendra pas, je pense, c'est le renforcement généralisé des moyens de répression des abus de la liberté d'expression et de communication. La répression devient plus variée et plus sévère pour ces abus. Pourquoi ? À mon sens, il y a là deux explications. D'abord, si le terrorisme existe depuis une très longue date, le terrorisme récent, notamment depuis les années 2000, a utilisé, et vous l'avez dit, abondamment les nouveaux moyens de nouvelles technologies d'information et de communication, et les États ont dû réagir à ce développement fait par les terroristes, notamment la médiatisation par les terroristes de leurs actions, beaucoup utilisée par certains groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda. Également, l'objectif des États est de lutter contre la radicalisation des résidents sur le territoire national. Et le vecteur principal de cette radicalisation, c'est l'utilisation par les groupes terroristes de moyens d'information et de communication. Donc tous les États, peu ou prou, réagissent. Au niveau international, vous avez cité une résolution récente du Conseil de sécurité des Nations Unies. En 2005 et en 2014, déjà, le Conseil de sécurité a adopté des résolutions où a été pointée la nécessité de prendre en compte le développement des nouvelles technologies et donc d'encadrer ces nouvelles technologies, de réprimer notamment l'incitation à la commission d'actes terroristes faits sur Internet ou les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier objectif, donc réagir à une nouveauté, en quelque sorte, du terrorisme, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. L'autre objectif qu'on retrouve dans, non pas toutes les législations pénales, mais une partie d'entre elles, c'est l'idée qu'il faut faciliter la répression des abus de la liberté d'expression et de communication
dans le but de punir l'idéologie qui anime le terrorisme et non plus l'idée simplement qu'une action terroriste va être commise. C'est l'idéologie qu'on veut attaquer davantage que l'action terroriste. On le voit dans de plusieurs pays, et je pense notamment au Royaume-Uni, Israël ou la Croatie, où on a mis en place des infractions réprimant des discours sans qu'il soit nécessaire, pour caractériser l'existence de l'infraction, l'intention de l'émetteur du discours de participer ou d'aider à la participation d'une action terroriste. Il y a dans les exemples d'infractions que je pourrais citer un cas très particulier qui montre que peut-être certains États ont franchi une ligne rouge. C'est l'infraction de détention ou de consultation de documents liés à une activité, liés à une organisation terroriste. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'infraction la plus souvent prononcée par les juridictions, c'est cette infraction donc de possession d'un document en lien avec une entreprise terroriste. Il n'est pas nécessaire de caractériser l'intention de participer ou d'aider à la participation d'une action terroriste. Au Royaume-Uni, ça ne surprendra pas car, comme l'a dit notamment Sébastien Ourson, la réponse pénale au terrorisme est sévère et elle a vocation probablement à devenir de plus en plus sévère. Il y a quelques jours, la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, a annoncé que le délit de consultation répétée de sites terroristes sur Internet allait être modifié en vue de punir d'une peine de 15 ans d'emprisonnement les personnes condamnées. En France, un pays également, évidemment, vous le savez, confronté au terrorisme, on avait beaucoup débattu de cette infraction qui a été censurée dans un premier temps par le Conseil constitutionnel et qui a été réadoptée, mais qui est de nouveau en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel. La peine est de 2 ans. Outre-Manche, ils souhaitent passer à 15 ans. D'autres pays confrontés au terrorisme, je pense notamment à la Belgique, ont, eux, fait le choix de ne pas sanctionner la consultation répétée de sites terroristes. Les États-Unis, eux, sont sur le chemin de l'admettre et ça paraît beaucoup plus surprenant que pour le Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, on l'a dit, la liberté d'expression et plus généralement le régime répressif est assez fort en matière d'anti-terrorisme. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est une liberté sacrée et on dit souvent que le régime américain possède le régime le plus protecteur au monde en matière de liberté d'expression. Mais la Cour suprême a adopté récemment, dans une décision de 2010, Holder versus Humanitarian Law Project, une position qui montre qu'elle est prête à admettre une plus grande limitation de la liberté d'expression. Il est possible aux États-Unis, pour une personne détenant des documents liés à une organisation terroriste ou consultant des sites Internet liés à une organisation terroriste, d'être condamné sous le coup d'une infraction de soutien matériel aux organisations terroristes, qui est donc interprétée assez largement. Bon, c'est assez intéressant de voir que même un pays comme les États-Unis, qui est particulièrement protecteur de la liberté d'expression, a admis que cette liberté pouvait être encadrée très strictement. Ça montre bien, à mon sens, de quelle manière le terrorisme et la lutte contre le terrorisme est bouleversée et bouleverse la protection des libertés en général. Je vous remercie. Charlotte Denisot. Merci. Je vous prie de m'excuser pour le dérangement dû à des soucis informatiques. Ça a l'air de fonctionner, mais je n'ai pas le retour de l'écran. Je voulais remercier beaucoup Daniela Piana et François Molinier pour l'organisation de ce travail et l'énergie qu'ils ont mise à encadrer nos travaux. Alors, première question à poser. Est-ce que ça marche ? Voilà, c'est bon. Première question, qu'est-ce que l'apologie du terrorisme ? Et pour cerner cette question, je voudrais poser 2 questions. Est-ce qu'on peut écrire, est-ce qu'on peut dire « je ne suis pas Charlie » et est-ce qu'on peut dire « je suis les frères Kouachi », je suis Kouachi. Alors, ces 2 phrases, on les a vues fleurir sur les réseaux sociaux après les attentats de Charlie Hebdo. Et ces 2 phrases sont-elles une apologie du terrorisme ?
Et si elles sont une apologie du terrorisme, quels sont les outils dont on dispose en amont, au niveau du droit européen, pour éviter la propagation de ces messages? Et ensuite, quels sont les outils répressifs que l'on peut utiliser pour condamner ces messages? Alors, sont-ils une apologie du terrorisme? La phrase « je ne suis pas Charlie », sans doute non, parce que nombreux étaient ceux qui, bien qu'ayant de la compassion pour ce qui c'est évidemment pour l'attentat, s'estimaient très loin de l'esprit provocateur, satirique du journal. En revanche, bien sûr, la phrase « je suis Kouachi » montre une adhésion à l'idéologie du djihadiste islamique, un soutien à leur cause, mais sans que ce soit pour autant une incitation à commettre un acte terroriste. Et c'est là la grande difficulté, entre l'apologie, la glorification et l'incitation directe à commettre un acte terroriste. Et on voit que même les États-Unis, quand ils évoquent c'était de soutien matériel, ont une acceptation aujourd'hui qui est très large. Alors, la question est de savoir, donc, a priori, la première phrase, « je ne suis pas Charlie », elle serait protégée par le principe de la liberté d'expression, alors que la seconde, en revanche, la liberté d'expression ici n'est plus protégée et elle ne peut pas être revendiquée par son auteur. Quels sont... ici, moi, je voudrais vous parler du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et puis de la jurisprudence de la Cour européenne. Je voudrais vous présenter d'abord les outils classiques, traditionnels du droit européen, à la fois les textes et la jurisprudence, pour vous montrer ensuite, dans un second point, qu'elle me paraît aujourd'hui assez inadaptée, sans doute en retard, tant du point de vue technologique que juridique, pour vraiment endiguer la propagation de l'idéologie terroriste sur le réseau Internet. Le dispositif traditionnel, il est très connu, bien sûr, hein, c'est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège, c'est cet écran-là, la liberté d'expression. Et puis cet article 10 qui protège la liberté d'expression, qui a été complété, bien sûr, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Handicide, qui dit que les idées, cette liberté d'expression, elle vaut pour les idées inoffensives, mais aussi elle vaut pour les idées qui choquent, qui heurtent et qui inquiètent une partie de l'État ou une fraction de la population. La liberté, même si la conception européenne est assez large, bien sûr, cette liberté n'est pas absolue et chacun connaît la restriction que l'on trouve à l'article 2 de la Convention qui permet, dans une société démocratique, de limiter, d'apporter des restrictions à cette liberté, évidemment en matière terroriste, dès lors qu'il y a des risques pour la sécurité nationale, pour l'intégrité du territoire, pour la sûreté publique. Donc, le délit d'apologie du terrorisme est tout à fait compatible avec l'article 10, paragraphe 2 de la Convention. Simplement, si aujourd'hui on examine la jurisprudence de la Cour européenne sur cette question, ça met un petit peu mal à l'aise parce que pour trois raisons, pour trois observations. D'abord, les affaires qui traitent de la liberté d'expression et de la propagation de l'idéologie terroriste sont très rares. Contrairement à ce qu'a dit Fabien Roussel pour justement la liberté d'aller et venir, là on a très peu de choses devant le droit conventionnel. On n'a qu'une dizaine d'arrêts, donc les affaires sont plutôt rares. Ensuite, deuxième observation, c'est qu'il y a un vrai décalage temporel entre les problématiques actuelles du terrorisme et ce que juge la Cour. La dizaine d'arrêts portent principalement sur des affaires qui occupent la Turquie contre le PKK, qui est considérée comme une organisation terroriste par le gouvernement turc. On a quelques affaires qui ont mis en cause des expressions de membres de l'IRA ou des militants basques, mais bien sûr, vous voyez que c'est très éloigné aujourd'hui des problématiques actuelles. Troisième observation sur ces jurisprudences, on observe que la Cour est très très sensible au quantum des peines. Donc, dès qu'on a une peine plutôt légère, la Cour va considérer que la mesure n'est pas disproportionnée. Et en revanche, s'agissant de la Turquie, il y a beaucoup de condamnations dans lesquelles elle va estimer que la Turquie a condamné de manière disproportionnée les terroristes qui étaient incriminés. Donc on voit que les outils traditionnels de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la thématique, la vraie problématique contemporaine du terrorisme, trouvent assez peu à s'appliquer quantitativement. Et cela explique sans doute pourquoi le Conseil de l'Europe a adopté une convention pour la prévention du terrorisme le 16 mai 2005. Et parmi les dispositions de cette convention, l'article 5 a été très débattu. L'article 5 prévoit que
les États membres doivent adopter des mesures qui permettent d'ériger en infraction pénale la provocation publique illégale et intentionnelle à commettre une infraction terroriste. Il y a une gradation, parce que c'est vraiment le propos qui incite à commettre une infraction. Et ce n'est pas simplement le propos qui glorifie le terrorisme, aussi choquant qu'il puisse être. Et le secrétaire général du Conseil de l'Europe était très inquiet justement de cette distinction. C'est assez surprenant d'observer que cette convention ne compte aujourd'hui que 39 États membres, et la Belgique et le Royaume-Uni, qui sont quand même des États particulièrement touchés par le terrorisme, ne l'ont pas ratifiée, bien qu'ils disposent d'un arsenal législatif en ce sens, mais je m'interrogeais un peu sur la raison de cette non-ratification. L'existence de cette convention qui a fait l'objet d'un protocole il y a 2 ans, on observe évidemment qu'elle n'a pas permis, bien sûr, d'arrêter, d'empêcher la propagation de l'idéologie terroriste sur le net. Et j'en viens donc à mon deuxième point, à savoir l'inadaptation, en tout cas, des instruments européens actuels face aux défis technologiques, car le cœur du sujet, véritablement, c'est la question de la prévention du terrorisme en ligne, la censure numérique, ce qu'on appelle la censure numérique, et les atteintes à la liberté d'expression en ligne. Il y a 2 problématiques fondamentales qui sont, que le Conseil de l'Europe examine attentivement actuellement. La première, c'est celle du blocage, du filtrage et de la suppression des contenus sur Internet par les États membres. Et puis, la deuxième problématique, c'est celle de la responsabilité des hébergeurs. Sur la première thématique, sur le blocage, le filtrage et la suppression des contenus, le Conseil de l'Europe a commandé une étude qui lui a été livrée en juin 2016 à l'échelle des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et tous les États membres, les 47 États membres, ont adopté des législations pour bloquer les sites et pour supprimer les contenus. Alors, soit en adaptant une législation existante, soit en l'étendant, ou au contraire en adoptant de nouveaux textes. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe s'est dit très préoccupé par cette censure numérique, parce que, et pour les atteintes qu'elles peuvent porter à la liberté d'expression en ligne. Et en particulier, il a souligné que ces règles de blocage, de suppression des contenus, elles devaient être transparentes et elles devaient être proportionnées pour respecter les exigences de l'article 10. Parce que souvent, ces lois de blocage, de filtrage, elles se basent sur des mots-clés comme extrémisme, djihadisme, Daesh, propagande terroriste. Et la problématique, évidemment, c'est de faire le tri, d'arriver à faire le tri. Est-ce que cette mission de tri peut être confiée à des algorithmes? Est-ce qu'elle peut être confiée à des robots? Évidemment, le risque, c'est que les mailles du filet soient trop petites, que les dents du râteau soient trop étroites et que, de fait, il y ait une atteinte à la liberté d'expression en ligne. Dernière problématique après le filtrage, c'est bien sûr celle de la responsabilité des hébergeurs. Et ça, c'est vraiment une question aujourd'hui d'une grande actualité, la responsabilité de ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà conforté la position d'un État, qui est l'Estonie, dans un arrêt Delphi qui date de 2015. L'Estonie avait condamné un hébergeur pour avoir laissé se diffuser sur son site un discours de haine. Alors, on n'est pas sur un discours de propagande d'idéologie terroriste, mais du discours de haine, du discours antisémite, jusqu'au discours terroriste. Parfois, il n'y a qu'un pas. Donc, on peut penser que cette jurisprudence de la Cour pourrait être transposée au discours terroriste. La question est cruciale, et j'élargis un petit peu le champ en dehors du Conseil de l'Europe. Toute fin octobre, le dernier G7 a permis la conclusion d'un accord historique avec les GAFA pour qu'ils s'engagent à supprimer, à bloquer les propos à caractère terroriste. Et c'est la première fois que ces grands groupes acceptaient de se mettre autour de la table avec les États du G7. Et l'accord qui était fermement défendu par Theresa May prévoit que les discours faisant l'apologie du terrorisme doivent être supprimés dans un délai de 2 heures. Parce que le délai moyen, c'est les autorités britanniques qui ont fait ce calcul, le délai moyen, c'est que sur les 5 premiers mois de 2017, les 27 000 liens publiés par l'État islamique
27 000 liens ont été donc directement publiés par l'État islamique, sont restés en moyenne 36 heures en ligne, ce qui est un délai quand même extrêmement long. L'idée, c'est d'avoir une réactivité beaucoup plus rapide. Alors Twitter faisait savoir que de son côté, depuis le début de l'année 2017, il avait supprimé 300 000 comptes, ce qui est aussi très important, faisant l'apologie du terrorisme. Alors, on peut se féliciter bien sûr de ces mesures, mais on retrouve bien sûr la question cruciale qui est de savoir qui va contrôler la fermeture de ces comptes, qui va apprécier la proportionnalité de ces mesures. La Belgique a adopté un projet de loi qui vise à créer un observatoire des droits d'Internet. Est-ce que techniquement c'est réalisable? Est-ce que juridiquement c'est réalisable d'en mesurer la proportionnalité? Et c'est bien sûr le grand défi aujourd'hui qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps. Merci. Il est temps maintenant de vous permettre de réagir et de poser des questions ou de faire vos propres petites interventions. La parole est à vous maintenant. Bonjour et merci. On a pu remarquer que dans les mois qui ont précédé, et probablement dans la suite de ce qui a été dit au G7, les grands acteurs d'Internet ont contribué à lutter contre la radicalisation en supprimant les contenus faisant l'apologie du terrorisme et incitant au passage à l'acte. Excusez-moi. Et on a pu également voir qu'ils se sont investis dans la lutte contre la désinformation et le conspirationnisme de manière, je pense, peut-être spontanée ou dictée peut-être par la politique du G7. Je voulais savoir s'il était envisageable de retrouver un tel écho dans le droit positif. Pour l'instant, c'est un accord entre les sociétés internationales et je ne sais même pas juridiquement ce qu'il peut valoir. Et en droit positif, c'est-à-dire qu'en droit positif, ce sont les législations des États qui peuvent contraindre par l'encadrement de l'activité de ces hébergeurs. Et il me semble que, est-ce qu'on a déjà, pour ceux qui ont étudié les systèmes étatiques, la grande difficulté, c'est de faire pression, d'arriver à encadrer l'activité des hébergeurs. Oui, la difficulté d'ailleurs sur tout ce qui est lié à la communication en ligne, c'est que la réponse étatique est peut-être la moins adaptée. La réponse adaptée, c'est la réponse au niveau international ou régional, mais a priori plutôt international. Et c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord sur un texte contraignant au niveau international. Est-ce qu'à votre connaissance, des hébergeurs en France sont condamnés régulièrement par les tribunaux pour incitation à la haine, enfin pour avoir des contenus qui incitent à la haine ou... C'est possible? Ça se fait? Alors les hébergeurs, pas à ma connaissance, mais... Et après, les auteurs des propos, là, alors, les hébergeurs, pas à ma connaissance, mais là aussi, je parle sous le contrôle de mes collègues, et puis pour les États voisins. Et après, pour les auteurs, c'est extrêmement difficile, puisque évidemment, vous savez, c'est l'anonymat le plus souvent, la grande difficulté, de toute façon, même avec les adresses IP, à remonter. Et c'est pour ça que, vraiment, je m'interroge sur le comme beaucoup, mais sur la grande difficulté à arriver à endiguer. Et c'est pour ça qu'évidemment, le filtrage doit être fait par les hébergeurs et par ceux qui permettent la diffusion de cette parole, parce que la parole est libre, elle est spontanée, et surtout, elle circule à une très très grande vitesse, et elle est anonyme. Donc, récemment, là, je voyais un tribunal correctionnel français a condamné un monsieur qui avait fait imprimer des t-shirts à l'effigie, vous avez peut-être vu cette semaine, à l'effigie donc des grands
de Ben Laden et puis des grandes têtes de l'organisation de l'État islamique. Et puis il prétendait, c'est ce que disait son avocat, qu'il le mettait pour faire du sport et aller courir au stade. Le juge a considéré que c'était une propagande. Là, on est sur un fait physique, mais c'est pour ça que cette jurisprudence, la jurisprudence européenne et française, elle porte sur des publications anciennes. Une publication dans un journal, un livre un petit peu provocateur, mais le vrai discours radical, il se fait sur les réseaux et on a beaucoup de mal à les appréhender. Ça file entre les doigts. Et l'autre observation qu'on peut faire, c'est que c'est beaucoup du droit pénal. C'est quand même une constante qui résulte de l'observation des différents systèmes juridiques, c'est que très très vite, toutes ces mesures prennent la forme d'une législation pénale confiée au juge pénal. C'est juste pour apporter un élément de réponse, parce que je travaille sur ces questions à la Commission européenne au service juridique pendant 4 ans. En fait, il y a une distinction entre le contenu, qui relève essentiellement du pénal, et la responsabilité qu'on fait peser sur les opérateurs. Alors, il y a hébergeurs, mais il y a d'autres catégories. En fait, en gros, pour simplifier et aller vite, on essaye de voir si l'opérateur a connaissance à un moment donné. Alors, ça peut être le cas parce qu'un juge le lui signale, ça c'est un dispositif spécifique, mais aussi parce qu'une personne, un tiers le lui signale, ou lui-même a une action sur le contenu qui fait qu'il est censé connaître, alors avec toute la question des algorithmes, mais voilà, de comment il est censé connaître. Et dans ces cas-là, s'il ne retire pas le contenu alors qu'il en a connaissance, sa responsabilité est engagée. Et pour les États, c'est souvent beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là que d'aller chercher l'auteur du contenu qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc il y a des opérateurs qui sont régulièrement condamnés, il y a eu eBay, il y a eu plein d'autres décisions, avec à chaque fois, les opérateurs se plaignent beaucoup de ce que les réponses sont différentes entre les différents pays de l'Union européenne. Et on arrive petit à petit à une harmonisation par les décisions de la CJUE. Mais c'est quelque chose qui est régulièrement contesté par les opérateurs Internet notamment, qui ne voudraient surtout pas que leur responsabilité soit mise en cause. Mais c'est à mon avis fondamental parce que c'est un axe essentiel de la lutte. Et pour terminer, je pense qu'il est mieux de passer par là que comme le font par exemple les Anglais. Ce que font les Anglais, c'est que la police anglaise appelle en fait de manière informelle les opérateurs et ils jouent notamment sur le nom de domaine. C'est-à-dire que le système anglais fait qu'on peut facilement retirer un nom de domaine. Donc ils appellent l'opérateur privé qui gère les noms de domaine, ils lui demandent de retirer le nom de domaine sans procédure, sans débat, etc. Ce qui pose donc la question du contradictoire et la question de la responsabilité de l'opérateur privé qui, à la demande informelle d'un organisme de police, a retiré éventuellement un site ou une information qui n'était pas illégale in fine. Merci pour cet éclairage. D'autres remarques, questions ? Bonjour. Quand on parle de règles de droit pénal, parfois on utilise dans le cas de la lutte contre le terrorisme des mots et expressions un peu plus subjectifs comme sécurité nationale, dangereux en potentiel. Et normalement, la règle de droit pénal, il faut vraiment avoir une objectivité parce que ce sont les garanties existentielles et individuelles. Et comment on peut faire ce équilibre entre la lutte contre le terrorisme et cette utilisation d'expressions plutôt subjectives qui peut être source de désespect aux droits fondamentaux? Alors, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à un juge pénal pour savoir comment est-ce qu'il perçoit. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre les concepts qui sont utilisés dans certaines infractions en matière de liberté d'expression notamment ou d'atteinte à la liberté d'aller et venir? C'est difficile à mon sens à dire. Je sais que dans certains pays, la question de la délimitation et la rédaction des infractions a été assez débattue, notamment au Canada. En 2015, vous avez une loi antiterroriste qui a créé une infraction où le terme terroriste n'était pas défini. Il y avait l'expression terrorisme en général, donc une idée assez étrange. L'opposition à l'époque l'avait beaucoup critiqué. Il y a une nouvelle loi qui est en cours d'adoption, mais finalement, on ne va pas revenir sur le terme parce que il me semble que l'objectif premier de beaucoup de législations, c'est plus l'efficacité finalement de la répression. Et plus le terme est lâche, plus les possibilités de répression sont importantes. Et ce qui montre qu'il y a un vrai challenge pour le droit pénal, là encore, lorsqu'il est confronté au terrorisme, parce qu'il peut être amené
remettre en cause certains de ces principes fondamentaux. Je pense que ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure pendant la première table ronde sur la définition finalement de l'infraction de terrorisme. Et ce qu'on constate, malgré ça c'est assez partagé, c'est que les besoins de la lutte contre le terrorisme font qu'on s'intéresse assez vite finalement, au-delà de la définition, à trouver des solutions concrètes sans s'intéresser de manière très précise à la définition. Et juste l'ONU, toujours elle, dans un rapport, il est dit la chose suivante: l'Assemblée générale est priée, donc de l'ONU, est priée de ne pas attendre une définition juridique exacte du terrorisme pour organiser la lutte contre ce fléau. Je crois que ça résume assez bien la problématique d'aujourd'hui. Peut-être juste une observation pour rebondir dans le sens de la question que vous avez soulevée. Je crois finalement l'une des difficultés auxquelles on est confronté dans un grand nombre de champs, que ce soit la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir et encore d'autres libertés, c'est qu'en réalité, les outils juridiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sont parfois un peu en porte-à-faux, me semble-t-il. Et finalement, toute cette ambiguïté, je crois qu'elle est recélée dans la formule qui a été, je crois, employée par le président Bush après les attentats du 11 septembre, dans les heures ou les jours qui ont suivi. Il a utilisé le terme de « war on terror », la guerre contre le terrorisme. Guerre contre le terrorisme. Bon, alors d'un point de vue, je dirais, culturel, civilisationnel, je crois que quand on est démocrate et attaché à la démocratie, à la liberté, on peut quand même assez facilement souscrire à l'idée qu'il faut combattre le terrorisme. Bien. Mais quand on utilise le terme « guerre contre le terrorisme », on voit tout de suite les difficultés juridiques auxquelles on va être confronté. Parce que pour faire écho à ce que vous dites, finalement, au cours des vieux pays comme le nôtre, ont connu des conflits. Mais c'était des conflits dont l'ennemi était clairement identifié. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les infractions, là encore je ne suis pas du tout un juge pénal, mais les infractions de trahison, les infractions d'intelligence avec l'ennemi, tout ça, je ne dis pas que c'était facile, mais enfin, il y avait une réalité objective qui était qu'à un instant T, la France était en état de guerre avec tel ou tel État, et a priori, une personne qui livrait des informations ou qui travaillait pour telle ou telle puissance belligérante commettait vis-à-vis de la France un acte d'une gravité quand même assez aisée à établir. Mais la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre contre un ennemi invisible et un ennemi qui est presque insaisissable, car on sait que les mouvements terroristes, par définition, ce sont des mouvances, ce sont des mouvements qui se créent, qui se développent, qui commettent des actes, et puis qui disparaissent et qui reprennent naissance sous une autre forme. Et on voit bien finalement que les outils finalement du droit de la guerre, au sens le plus large, que ce soit le droit de Genève, le droit de la Haye, déclinés dans le champ international, ou même les règles que nous avons appliquées pendant un certain nombre de conflits que nous avons connus dans notre histoire en termes de droit national, on voit bien que ces règles de droit ne sont pas d'un maniement très aisé, dès lors qu'est en cause la guerre contre un ennemi invisible qui n'a pas de visage, qui a parfois des expressions, mais comme vous le disiez, des expressions parfois très fugaces, qui durent le temps que dure un site, qui se crée, qui est exploité, et puis qui disparaît. Ça devient effectivement extrêmement difficile. Et là, je crois qu'effectivement, le défi posé aux juridictions pénales pour qualifier le délit ou le crime doit être extrêmement redoutable. Je voudrais ajouter 2 éléments. Le débat que vous soulevez, c'est celui aussi qui avait animé la France au moment de l'adoption de la loi sur la rétention de sûreté. Et c'était les propos de Robert Badinter et de Mireille Delmas-Marty sur ce droit pénal qui doit être répressif et là qui prévient une éventuelle dangerosité d'un individu dont on ne sait pas, peut-être qu'il n'aurait rien fait en sortant, peut-être qu'il aurait récidivé. Et ça évoque aussi ce dont le président Stirn et ce que Thierry Olson évoquait tout à l'heure aussi sur sur l'assignation à résidence, avec cette QPC du Conseil constitutionnel qui vous dit que ce n'est pas comme ça ne dépasse pas 12 heures, ce n'est pas une mesure de sûreté. Et donc, et j'imagine, pour les magistrats administratifs, c'est parce que de 2 choses l'une, soit on a commis un acte terroriste, prononcé une parole terroriste et on est poursuivi pénalement,
Et là, on est dans cette, comme vous le disiez, on n'est pas sur les têtes de réseau, on n'est pas sur des personnes qui n'ont rien fait, mais on est sur cet entre-deux très, très difficile à appréhender. Et c'est vrai que c'est une très lourde responsabilité pour vous, les magistrats administratifs, d'avoir la liberté de personnes, et ça a duré parfois des mois et des mois entre vos mains. Merci. Ah, ok. Alors moi, j'ai pas du tout une formation de droit, donc j'espère que je serai précise dans ma question. Mais je travaille avec des personnes réfugiées, et vous avez parlé tout à l'heure du fait que une personne réfugiée peut être, on peut exclure du statut de personne réfugiée quelqu'un qui se serait rendu d'un acte terroriste. Et je voulais savoir qui décide, qui juge de l'acte terroriste. Par exemple, dans le cas d'une personne qui est exilée politique, dans son pays, ces actes vont être considérés comme criminels et terroristes, mais elle demande la protection d'un État qui ne va pas forcément avoir le même avis. Donc, est-ce qu'on considère par exemple que la France va juger une personne qui a qui a commis un acte terroriste selon les critères de la France ou du pays dont elle vient? Alors, pour répondre clairement à votre question, c'est le pays dans lequel le droit l'asile est demandé, le statut de réfugié est demandé, qui statue par rapport et qui prend position par rapport à l'éventuelle qualification d'acte terroriste commis par l'intéressé. Donc en France, par exemple, ce sera l'OFPRA puis la Cour nationale de droit d'asile qui auront à apprécier d'abord si l'intéressé justifie des conditions générales pour obtenir le statut de réfugié, et dans l'affirmative, s'il n'y a pas des raisons qui feraient obstacle à la reconnaissance de ce statut de réfugié, et en particulier la commission d'actes terroristes. Donc ce sera d'abord un organisme administratif, l'OFPRA, puis une juridiction administrative spécialisée, la Cour nationale de droit d'asile, sous le contrôle du Conseil d'État, qui prendront position sur ces questions, ce qui soulève la question aussi du fait que ce ne seront pas des juridictions pénales. Cela n'implique pas nécessairement que l'intéressé ait été condamné au pénal, que ce soit en France ou que ce soit dans son pays d'origine, pour des faits de terrorisme. C'est un cas un peu difficile, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, où c'est un juge administratif, une autorité administrative qui prend position sur une incrimination pénale au vu des éléments dont il dispose, mais ce n'est pas une procédure pénale pour autant. Ouais. J'aimerais vous interroger sur la future gestion des enfants. Moi, je suis absolument ignorant en droit international privé, donc je ne pourrais pas, et je ne sais même pas d'ailleurs si c'est vraiment du droit international privé, donc je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Il y a quand même une chose qui est certaine dans notre droit de la nationalité, c'est qu'un enfant dont l'un des parents est français est lui-même français. Donc le lieu de naissance n'a pas d'incidence. Et donc s'il y a un lien de filiation établi entre un enfant et un parent français, l'enfant est français, quel que soit le pays dans lequel il est né. Et comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure, nous ne connaissons pas en France de possibilité, à la différence, qui a dit ça pour la Grande-Bretagne, je crois que c'est Thierry Olson, de possibilité d'interdire le territoire national à des ressortissants français. Ça n'existe pas en France. Et Désolée, pour avoir suivi une formation à l'ENM sur cette question, elle a été abordée. Les magistrats nous ont répondu que donc effectivement ils sont français, donc ils sont censés pouvoir revenir. Les parents sont systématiquement placés en procédure judiciaire. Les enfants sont enlevés à leur famille, ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance.
avec la grande question qui a été abordée aussi par des psychiatres, c'est qu'on ne connaît pas le degré de dangerosité de ces enfants, certains ayant soit vu, soit commis eux-mêmes des atrocités. Et le vrai problème de la gestion pour eux, en tout cas à ce stade-là, contrairement à leurs parents où c'est de la procédure judiciaire, ce sera presque de l'ordre psychologique et éducatif. Si je crois qu'il y a une question en haut de la salle. Merci, bonjour. Bien, je voulais revenir parce que je voulais rebondir en fait sur les propos qu'on avait tenus en matière de lutte contre le terrorisme numérique. Dans le cadre de la lutte contre la diffusion d'images à caractère pédopornographique, il existe la plateforme Pharos et il existe une procédure qui permet aux hébergeurs de signaler des contenus illicites. Et donc là, j'étais un peu étonnée qu'on ne développe pas éventuellement cette plateforme qui existe déjà et qui fonctionne particulièrement bien pour lutter contre les contenus illicites à caractère terroriste et dupliquer ce type de méthode pour l'étendre à la lutte contre le terrorisme. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments à nous donner de ce point de vue-là ou si c'était quelque chose qui était peut-être trop, pour l'instant, pénal. Enfin, vraiment, merci. Sur cette question précise, non, on n'a pas de point de référence ni rencontré dans le cadre de nos recherches qui étaient assez juridiques. On n'a pas rencontré de point de comparaison qui permettent de répondre à votre question précisément. Mais il y a quand même cette étude qui a été faite par l'Institut de droit comparé suisse de juin 2016, qui est très facilement consultable en ligne. On trouve l'ensemble des dispositifs de législation sur le blocage, le filtrage, sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et peut-être que là, on peut y trouver des informations. C'est vrai que nous, dans le panel qu'on a étudié, j'ai pas trouvé... Non, on n'a pas rencontré de point de comparaison comme ça. Il ne me semble pas qu'on ait ce dispositif. Peut-être que ça viendra, je ne sais pas. Et vous, peut-être... En fait, sur la question des enfants soulevée tout à l'heure, peut-être un des aspects qui pourrait, en fait, où la question pourrait se poser, c'est surtout s'il y a une déchéance de nationalité des parents, en fait. Parce que comme le débat sur la déchéance de nationalité s'est beaucoup posé ici en France, dans ce cas de figure, est-ce que les enfants, justement, du fait de la déchéance de nationalité de leurs parents, perdent aussi la nationalité française? Voilà, il y a un ensemble de questions qui se posent à ce niveau-là. Maintenant, une des questions que je poserai est la suivante. Tout à l'heure, en première, lors de la session sur les garanties, il y avait la question des garanties minimales. Mais on sait que, par exemple, avec Mireille Delmas-Marty, il y avait la question de la marge nationale d'appréciation. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas peut-être dans une situation de marge nationale d'appréciation qui ne soit pas en fait encadrée et qui risque de créer une dilution, en fait, qui risque d'enlever en fait aux garanties tout sens en réalité. Une marge nationale qui permette de contourner les garanties minimales fixées. Est-ce qu'il ne faut pas en fait encadrer la marge nationale d'appréciation? Merci. Alors, je sais que, parce qu'on avait déjà parlé à plusieurs reprises, dans le cadre du Royaume-Uni, les jurisprudences européennes, notamment au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, ont entraîné une évolution de la législation. Donc les garanties sont appliquées au niveau supranational et en règle générale, lorsque les États sont condamnés, eh bien, ils adaptent leur législation. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même un encadrement minimum qui existe. En tout cas pour le cas du Royaume-Uni et d'autres États européens. Après, en dehors de l'Europe, j'aurais plus de difficultés à répondre. Si je puis me permettre, j'aurais une question moi aussi. Par rapport aux plateformes d'hébergement, on a donc si on instaure finalement un genre de prévention par rapport à ces plateformes d'hébergement, elles seront a priori faites par des algorithmes. Comment est-ce qu'on instaure finalement un contrôle des algorithmes qui vont traiter l'information? C'est toute la question que je posais aux conclusions.
est-ce qu'il faut mettre en place de nouvelles agences spécialisées dans... sans doute, hein, je pense que, comme je vous le disais, c'est à l'étude, c'est dans un projet de loi en Belgique, un observatoire des droits de l'Internet. Peut-être qu'on va voir se développer des autorités administratives indépendantes chargées de ce contrôle. Nécessairement, il faudra qu'il y en ait un. Donc, bon, mais à ma connaissance, pour l'instant, c'est pas existant. Et puis après, qu'il puisse y avoir un contrôle juridictionnel. Mais il faudrait envisager qu'il y ait des recours. Et on est confronté aux mêmes problématiques que pour les terroristes kamikazes. C'est-à-dire que, de toute façon, ceux qui diffusent des propos sur Internet, ce ne sont pas ceux qui vont ensuite faire un recours devant leur État, ou en tout cas, imaginons l'auteur d'un propos dont le propos est censuré par l'hébergeur ou par l'État. On imagine difficilement qu'il engage une procédure pour faire valoir son droit de parole, enfin, peut-être, mais ça me paraît un petit peu très hypothétique quand même, surtout quand ça vient de l'État islamique. Et donc après, j'imagine assez mal que ça puisse aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais peut-être que je me trompe, mais on est face à... les auteurs de ce discours ne sont pas les mêmes que des opposants politiques, que ce soit l'IRA, les Basques, le PKK, c'est un contexte tellement différent. Donc il faut qu'il y ait un contrôle. En revanche, je ne sais pas si ça pourrait aller jusqu'à un contrôle juridictionnel, parce que la condition, c'est que bien sûr, il y a des contentieux engagés. Et c'est là aussi la difficulté, je pense que pour la Commission européenne. Non, il faut faire la différence entre le filtrage qui est fait par des algorithmes, et ça pose le problème. Alors ça a été beaucoup questionné en matière de droit de propriété intellectuelle, puisqu'il est possible, notamment en cas de ce qui se faisait avant, ce qui se fait plus maintenant, d'échanges peer-to-peer, d'arriver à repérer ces échanges et avec là aussi des mots-clés, de faire du filtrage. Mais ça a été débattu, et d'ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il fallait poser de sérieuses limites à ce dispositif. Après, il y a les dispositifs de plateforme. Alors, à ma connaissance, Pharos, ça marche pour le djihadisme, hein. Ça permet de dénoncer tous les contenus d'incitation à la haine et au djihadisme. Et sur le site Stop Djihadisme, c'est référencé comme une des plateformes. Et quand on fait un signalement, ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui analyse l'information du signalement et de vérifier si c'est effectivement illégal. Alors, quand c'est un contenu pédopornographique, c'est très particulier, puisqu'on voit tout de suite, n'importe qui est capable de voir si c'est un contenu, malheureusement, pédopornographique ou pas. Donc ça, il existe un dispositif spécifique qui oblige les opérateurs, notamment les hébergeurs Internet, à réagir très rapidement, parce qu'ils sont capables objectivement de voir ce que c'est. Quand c'est une atteinte à la propriété intellectuelle, ou même une incitation, on a parlé aux terroristes tout à l'heure, quand on fait l'apologie du PKK, dans certains pays, ça va être considéré comme de la liberté d'expression. En Suède, ça ne pose pas de problème. Alors en Allemagne, tout de suite, c'est censuré. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervient. Et en général, ça va être une autorité administrative sous contrôle du juge. Dans certains pays, c'est directement une autorité judiciaire qui intervient. Oui, en effet, le signalement, il se fait lorsqu'on tombe sur cette page. Évidemment, il y a une information qui... Suite à l'intervention de Madame, il y a une question qui est... La réponse, on ne l'a toujours pas. En juillet 2013, il y a eu un avis favorable du Conseil de l'Europe pour la création de la Cour de justice européenne des brevets, qui va être installée à Paris avec une présidence française. Est-ce que vous pouvez nous dire si à aujourd'hui, vous n'avez toujours pas installé, vous avez une date pour ceux qui travaillent dans ce secteur? Je crois qu'il y a une autre question. Oui, voilà. Un contrôle de l'algorithme en matière de réseau de renseignement. Après, je crois qu'il y a juste eu un rapport qui est sorti, donc il y a une mise en place qui est faite suite à la loi en 2015. Mais voilà. Alors, est-ce que la CNIL, de son côté, fait aussi des... Ça, je ne sais pas. La CNIL, c'est aussi un travail préventif. On va prendre une dernière question. Oui, merci. Ma question concernait un peu une liberté qui est en lien avec la liberté d'expression, qui était celle sur le droit de la presse et notamment le droit à l'information du public, puisque au-delà des discours de haine et tout, il y a l'autre discours qui est effectivement l'information du public et la couverture médiatique de mesures prises au titre de terrorisme, que ce soit la poursuite
d'un suspect, que ce soit des mesures de perquisition administrative. Ma question, c'est est-ce que vous avez connaissance, dans les États européens notamment, de mesures prises à l'égard des médias, notamment par rapport à la couverture médiatique qui pourrait être faite de certains événements traumatisants, et notamment qui échapperaient, je dirais, aux victimes elles-mêmes, puisqu'on le sait que dès le moment où l'événement est médiatisé, les victimes elles-mêmes ne peuvent plus avoir de droit à, je dirais, un déréférencement, entre guillemets, médiatique et numérique. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà des frontières. Une situation s'est présentée en France s'agissant du traitement médiatique qui avait été donné au moment des attentats de 2015. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait été amené à intervenir, à prononcer diverses mises en garde et mises en demeure à l'égard de différents médias. Je crois que, à la suite de ça d'ailleurs, le CSA avait pris une délibération pour encadrer les choses. Donc c'est des choses qui existent et sur lesquelles les autorités administratives sont parfaitement à même d'intervenir. Alors vraiment une dernière question, parce que vraiment la dernière des dernières, voilà. C'est là-bas une question. Oui, ça sera la dernière. Oui. Allez-y comme ça, je crois. Ouais. Qu'il y avait des droits indérogeables et d'autres auxquels il était dérogeable, comme la liberté de circulation. Mais après, on a vu que les États l'appréciaient différemment. Enfin, on a vu que la Belgique ne mettait pas les mêmes choses en place que la France, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, des droits qui seraient indérogeables ne le seraient pas demain? Et comment on fait pour savoir quels droits sont indérogeables? Est-ce qu'il y a dans la Convention européenne des droits de l'homme? Est-ce que... Oui. Est-ce que c'est des générations de droits? Il faudrait beaucoup de temps pour répondre à votre question. Mais oui, la liste des droits indérogeables, elle est déterminée par les textes. On a quand même une prévisibilité en la matière. C'est l'article 15 que je citais tout à l'heure. Voilà. Merci à tous.